Voilà, je vais commencer cette nouvelle séance de géopolitique, ce cours de géopolitique en direct de l'ICEP. Alors je vous rappelle la thématique, le fil conducteur de cette série de cours, de séances, 4 séances, c'est l'Europe, un projet en crise existentielle. Et aujourd'hui, je vais aborder la nouvelle rivalité géopolitique franco-allemande, épicentre de la crise de l'Union européenne. Hier, j'avais abordé les fondements géopolitiques et historiques du projet européen. Donc aujourd'hui, je me focalise sur le couple franco-allemand. Et demain, j'aborderai l'Union européenne et les perspectives internes et externes face aux crises internes et externes et son rapport au monde. Et la 4e séance, samedi, portera sur l'Europe post-coronavirus et les perspectives d'évolution du projet européen. Donc, je vous rappelle que cette séance va durer à peu près 1 heure et vous pouvez poser des questions, envoyer vos questions par écrit pendant le déroulement de la séance, mais je répondrai aux questions à la fin de la séance. Donc ces séances ont lieu à 14h30 jusqu'à samedi. Donc je vous souhaite à nouveau bienvenue à ce cours de l'ICEP et je vais entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc la thématique aujourd'hui, c'est la nouvelle rivalité géopolitique franco-allemande, épicentre de la crise de l'Union européenne. Avant d'entrer dans le sujet, je vous rappelle que je suis géopolitologue, mon nom est Pierre-Emmanuel Thoman, et j'ai observé le projet européen pendant une vingtaine d'années à Bruxelles. Je suis français, mais j'ai représenté une région française, la région Picardie, auprès des institutions européennes. J'ai aussi collaboré avec différentes organisations, think tanks, sur les questions européennes. Pendant toutes ces années, j'ai fondé une association qui s'appelle Eurocontinent avec un site internet pour insuffler un peu plus de réflexion géopolitique dans le projet européen. Et donc, voilà un petit peu mon parcours. Et je vous rappelle que l'approche géopolitique, la méthode d'analyse géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire et des populations qui y habitent. Alors, il y a 2 modes de la géopolitique. Il y a la géopolitique comme méthode d'analyse pour établir un diagnostic de la situation, un diagnostic clinique le plus objectif possible. Mais il y a aussi la géopolitique comme stratégie, la géopolitique appliquée, c'est-à-dire la géopolitique au service de la nation. Comment la France, pour se positionner dans le temps et l'espace, dans la configuration géopolitique mondiale aujourd'hui, peut-elle défendre ses intérêts après avoir fait un diagnostic et identifier ses propres intérêts? Donc il y a ces 2 modes de la géopolitique. Moi, je vais me focaliser dans ces 2 premières séances sur la méthode d'analyse pour établir un diagnostic, mais dans les 2 séances suivantes, demain et samedi, j'ouvrirai des perspectives et je parlerai un petit peu plus de la géopolitique appliquée, quels pourraient être les différents scénarios par rapport à la situation actuelle et quels sont les intérêts de la France dans cette nouvelle configuration. Voilà. Donc maintenant, je retourne au cœur du sujet, la nouvelle rivalité géopolitique franco-allemande. Alors, nous parlons en général du couple franco-allemand dans le projet européen. Et il y a cette expression, le couple franco-allemand, qui est usité largement dans les médias, mais aussi par la classe politique, alors même qu'en Allemagne, on n'utilise pas cette expression, on parle plutôt
deutsch-französische Zusammenarbeit. Hein, c'est la coopération, ça veut dire la coopération franco-allemande. Ils ont une approche plus technique, tandis que la France a une approche plus intime. Elle compare la relation franco-allemande à un couple. Mais ces deux approches, derrière ces différences de compréhension et d'utilisation du terme couple franco-allemand ou coopération franco-allemande, montrent déjà qu'il y a une perception différente de cette relation franco-allemande entre l'Allemagne et la France. Alors, quand peut-on parler, à partir de quand peut-on parler de couple franco-allemand, de relations franco-allemandes étroites? Pour ma part, j'estime que le couple franco-allemand, tel qu'on le conçoit en France, a émergé surtout avec la relation entre Konrad Adenauer et le général de Gaulle. Le général de Gaulle, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1958, a tenté de relancer le projet européen sur des bases nouvelles et de dépasser l'inimitié franco-allemande, et on parlait à l'époque de réconciliation franco-allemande, qui a abouti à la signature du traité de l'Élysée, le premier traité franco-allemand en 1963. Alors, il faut bien se rendre compte que le projet européen avait déjà été initié, je l'ai dit hier, par la France et l'Allemagne. La communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a été négociée à partir des années 50, et le général de Gaulle n'était pas très favorable à cette fusion des intérêts telle que Jean Monnet la concevait, mais lorsqu'il arrive en 1958 au pouvoir, le général de Gaulle ne va pas remettre en cause totalement ce projet européen, mais il va essayer de le réorienter. Alors son objectif, c'était au départ, dans le contexte de la guerre froide, c'était de replacer la France dans une meilleure posture dans les équilibres géopolitiques de l'époque. Donc en réalité, en 1958, le général de Gaulle a d'abord tenté de négocier avec les anglo-saxons au sein de l'OTAN, les Britanniques et les Américains, pour avoir ce qu'on appelle un triumvirat, que les Français soient placés sur un pied d'égalité en termes de pouvoir avec les Britanniques et les Américains au sein de l'Alliance Atlantique. Et évidemment, ça a été très difficile et les Américains et les Britanniques, qui ont une relation beaucoup plus étroite, évidemment, étaient alliés à la France, mais ne pouvaient pas accepter de placer la France sur un même pied d'égalité. Il faut dire que nous étions encore une période pas si éloignée de la Deuxième Guerre mondiale, où même si la France, grâce au général de Gaulle, était redevenue dans le camp des vainqueurs en 1945, la France avait subi une défaite en 1940, donc il n'y avait pas de confiance totale dans la puissance française de la part des anglo-saxons. Donc le général de Gaulle a échoué à vouloir faire un triumvirat au sein de cette alliance, et donc ensuite il s'est reporté sur le projet européen qu'il voulait réformer aussi, parce qu'il avait l'intention de transformer ce projet européen non plus comme un simple pilier de l'espace euro-atlantique sous direction des États-Unis et des anglo-saxons en général, mais d'en faire un pilier européen plus autonome. Vous voyez aujourd'hui, la discussion porte un petit peu sur la même thématique lorsque le président français Emmanuel Macron a proposé une autonomie stratégique européenne. À l'époque, le général de Gaulle parlait d'Europe européenne, parce qu'il disait il y a l'Europe américaine, c'est-à-dire l'Europe fédérale de Jean Monnet, qui avait été initiée dans les années 50, et moi je veux une Europe européenne. Et le général de Gaulle donc avait ce qu'on appelle à l'époque, il a lancé l'idée du plan Fouché, c'est-à-dire remettre les États au centre du pouvoir de ce projet européen.
Là encore, il y a eu des difficultés parce que les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et aussi l'Italie étaient très atlantistes et se méfiaient du général de Gaulle, et donc ils ont fait échouer le projet. Et lorsque le général de Gaulle a vu que son projet avait du mal à être mis en œuvre, son Europe européenne, il se reportait ensuite sur le couple franco-allemand. Il a concentré tous ses efforts pour, euh, pour négocier avec l'Allemagne le traité de l'Élysée, un rapprochement franco-allemand pour dépasser l'Allemagne qui était considérée à l'époque comme l'ennemi héréditaire de la France. Et donc, le général de Gaulle, avec une série de rencontres avec Konrad Adenauer, a commencé à mettre en scène cette réconciliation. Et notamment, une de ces rencontres très connue en juillet 1962, il invite Konrad Adenauer en France et ils assistent à une messe à la cathédrale de Reims et il met en scène cette réconciliation franco-allemande dans une perspective civilisationnelle de la civilisation européenne. Parce que derrière cette négociation, ce rapprochement entre De Gaulle et Konrad Adenauer, ils avaient tous les deux des affinités. Et ils avaient vécu tous les deux les Première et Deuxième Guerre mondiale, et ils avaient chacun une conception civilisationnelle de l'Europe. Konrad Adenauer estimait qu'il fallait occidentaliser l'Allemagne pour contrer l'Union soviétique qui était communiste, pour protéger la civilisation occidentale. Le général de Gaulle aussi, avec une conception d'une Europe civilisationnelle, mais il souhaitait que cette Europe soit plus autonome entre les États-Unis et entre l'URSS, tout en restant alliés, évidemment, dans l'alliance avec les États-Unis. Et donc, les deux hommes ont mis en scène cette relation franco-allemande, et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de couple franco-allemand plus tard, lorsque les hommes politiques allemands et français ont essayé par tradition, de mettre en valeur cette relation franco-allemande. Alors, jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron, Angela Merkel, dans différents sommets européens, se sont mis en scène, ont essayé parfois de s'entendre avant les sommets européens pour montrer une unité franco-allemande. Il y avait aussi auparavant Hollande-Merkel, Sarkozy-Merkel, Chirac-Schröder, Chirac et Kohl. Il y avait Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Donc, mais les premiers qui ont institué, je dirais, ce couple franco-allemand, c'est le général de Gaulle et Konrad Adenauer. Alors, pour bien comprendre comment cette relation a évolué, il faut aussi se pencher sur les malentendus qui existent dès le début de cette relation étroite. Donc le général de Gaulle, en fait, souhaitait se rapprocher de l'Allemagne pour dépasser la rivalité franco-allemande, et dans le traité de l'Élysée, il voulait instituer des rencontres régulières pour que l'Allemagne et la France se coordonnent en matière de politique étrangère, et pas uniquement sur le projet européen, mais le projet européen n'était qu'un des volets, mais que l'Allemagne et la France se coordonnent aussi, réfléchissent sur leurs intérêts géostratégiques communs dans le cadre de la guerre froide. Évidemment, le général de Gaulle avait l'intention de jouer le rôle de chef de file de la relation franco-allemande et d'attirer l'Allemagne sur les priorités françaises, et pour faire contrepoids aux États-Unis, mais aussi souder la relation franco-allemande face à l'URSS. Tandis que Konrad Adenauer, lui, avait l'intention de se rapprocher de la France dans le cadre de l'occidentalisation de l'Allemagne. Mais pour l'Allemagne, c'était la relation avec les États-Unis qui primait toujours. Et comme dans le contexte de la guerre froide, les Allemands n'avaient pas totalement confiance dans la garantie de sécurité des États-Unis,
il faut se rappeler à l'époque que nous sommes passés d'une doctrine à l'autre en matière nucléaire. Il y avait la doctrine de la riposte massive, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque de l'URSS, les États-Unis défendraient l'Europe par une riposte nucléaire massive contre l'URSS. Mais ça voulait dire aussi anéantissement éventuellement du théâtre européen par une guerre nucléaire, et donc c'était une dissuasion, l'époque de une doctrine de dissuasion. Mais les États-Unis ensuite, lorsque l'URSS a développé ses propres armes nucléaires, et que lorsqu'ils ont compris que l'URSS pouvait aussi envoyer des armes nucléaires sur le territoire des États-Unis, à ce moment-là, les États-Unis ont commencé à changer de doctrine. Ils ont adopté ce qu'on appelle la riposte graduée, c'est-à-dire qu'en cas de guerre nucléaire, les Américains ne répliqueraient pas tout de suite par une riposte massive, mais par une riposte graduée avec des armes nucléaires de moindre puissance. Et donc, tout de suite, Allemands, mais aussi Français, se sont dit il n'y a pas de garantie totale de soutien des États-Unis contre l'URSS. Vous voyez que ces questions-là, aujourd'hui, jouent encore. Lorsque Donald Trump remet en cause l'OTAN, il y a méfiance chez les Allemands et les Français de la garantie de l'OTAN et donc discussion sur cette alliance aujourd'hui. Donc revenons à l'époque de Konrad Adenauer et du général de Gaulle. Donc dans ce changement de doctrine, le général de Gaulle avait évidemment l'intention d'accélérer le programme nucléaire de la France pour que la France devienne autonome, c'est-à-dire qu'en cas de guerre nucléaire, il puisse y avoir une incertitude, que la France puisse utiliser tout azimut sa bombe nucléaire pour créer une incertitude et dissuader l'URSS, tandis que l'Allemagne ne pouvait pas avoir d'armes nucléaires. Elle avait subi la défaite de 1945 et c'était de toute façon inacceptable pour les Français, les États-Unis, les Britanniques et même l'URSS. C'était un casus belli. Et donc l'Allemagne voulait se rapprocher de la France pour avoir une réassurance et faire pression sur les États-Unis pour qu'ils soient en quelque sorte poussés à soutenir de manière plus massive l'Allemagne en cas de guerre, en cas d'invasion de l'URSS. Donc voilà le contexte. Et il y a signature du traité de l'Élysée en janvier 1963. Et là, il y a une crise tout de suite franco-allemande qui éclate. Pourquoi ? Parce que dans le débat allemand, il y avait débat entre ce qu'on appelle les gaullistes allemands et les atlantistes. Il y avait une partie de la classe politique, y compris dans le parti d'Adenauer, mais aussi dans l'opposition, qui se méfiait de ce traité franco-allemand et qui ne voulait pas que l'Allemagne, en fait, devienne dépendante de la France. Et ils estimaient qu'il fallait montrer aux États-Unis que la relation privilégiée restait avec les États-Unis dans le cadre de l'occidentalisation de l'Allemagne. Et c'est pour ça que les députés européens, les députés allemands, au Bundestag, ont exigé, avant la signature du traité de l'Élysée, qu'il y ait un protocole, qu'un texte soit ajouté au traité traduit en allemand pour réaffirmer la primauté de la relation germano-américaine. Et qui a œuvré aussi à négocier ce protocole, c'est Jean Monnet. Jean Monnet, qui lui était initiateur du début de la construction européenne avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, était un rival du général de Gaulle, parce qu'ils avaient chacun une conception différente du projet européen. Et donc il s'est dit, le général de Gaulle est en train de découpler l'Allemagne et la France des États-Unis, ça ne correspondait pas à sa vision d'un grand Occident, donc d'une Europe fédérale sous leadership américain pour contrer l'URSS. Et donc, il a fait du lobbying au Bundestag allemand pour écrire ce protocole, pour rappeler la primauté du lien transatlantique. Donc, le général de Gaulle, évidemment, a été déçu
il a été déçu de cette ambiguïté allemande, mais néanmoins, ce traité a permis par la suite des négociations fructueuses et de nombreuses rencontres bilatérales des différents ministres qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Mais le général de Gaulle a estimé en réalité que quelque part son traité avait en partie échoué parce que son projet d'Europe européenne, sous leadership de la France, ne pourrait pas être mis en œuvre avec une Allemagne atlantiste. Voilà. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, par la suite, a insisté sur l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Parce que comme il estimait que l'Allemagne était trop liée aux intérêts anglo-saxons, il estimait qu'il fallait que la France joue de l'équilibre continental en se rapprochant de la Russie pour équilibrer les anglo-saxons et l'Allemagne. D'où son idée de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors c'était une idée, il avait anticipé cette configuration, mais il disait tant que l'URSS est là, nous avons besoin d'une alliance forte avec les États-Unis au sein de l'OTAN, même s'il était il était pour l'alliance, mais pas l'intégration. Mais il estimait qu'après le communisme, la Russie redeviendrait elle-même, et enfin, le projet européen pourrait s'ouvrir vers la Russie. Voilà. Donc, cette conception de l'Europe de Konrad Adenauer et du général de Gaulle, avec des malentendus, évidemment, un malentendu franco-allemand, fait tout de même, montre une différence avec la conception du projet européen tel qu'il avait été initié par Adenauer et Schuman, avec Jean Monnet qui était l'inspirateur. À partir de ce moment-là, surtout du point de vue de la France, il y aura deux Europes. L'Europe, le projet européen dans lequel la réconciliation franco-allemande, la coopération franco-allemande, ce couple franco-allemand n'est qu'un élément le plus avancé de l'intégration fédérale. C'est l'Allemagne et la France qui doivent avancer vers l'intégration, montrer l'exemple, et les autres États membres doivent suivre, mais pour une Europe toujours plus intégrée pour arriver à l'Europe fédérale. Dans l'autre, ça c'est la conception du couple franco-allemand dans une Europe fédérale. Mais il y a l'autre conception qui est la conception issue du général de Gaulle, qui est de considérer que l'Allemagne et la France doivent se rapprocher, coordonner leur position nationale pour avoir plus de poids dans la politique européenne, mais aussi dans le monde, vis-à-vis des partenaires extérieurs, en particulier vis-à-vis des États-Unis. Mais au sein du projet européen, ce couple franco-allemand est une sorte de G2, un directoire franco-allemand, les deux nations qui se coordonnent et après qui impriment leur leadership dans le projet européen, sans forcément l'intégration, où l'objectif n'est pas d'aboutir à une Europe fédérale, mais une Europe des nations avec une hiérarchie du couple franco-allemand à l'intérieur de cette Europe des nations. Voilà ces deux conceptions de la relation franco-allemande qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, et même parfois certains présidents français en fait essayent de jouer sur les deux tableaux. L'Europe communautaire, et lorsque l'Europe communautaire au début de leur mandat ça ne fonctionne pas, ils en reviennent à une Europe plus gaullienne. Voilà. Alors cette relation franco-allemande pendant la guerre froide est évidemment à l'avantage de la France. Là, je vais aborder maintenant la question de l'équilibre géopolitique dans le couple franco-allemand, dans l'espace-temps. Pendant la guerre froide, donc à partir du Konrad Adenauer et le général de Gaulle, l'Allemagne était divisée. Et donc c'est la France qui pouvait prétendre à un statut d'égalité avec l'Allemagne et même un ascendant. Dans le couple franco-allemand, c'était la France qui était le chef de file. Il y avait ce qu'on appelle un équilibre dans le déséquilibre. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne était déjà plus forte que la France au niveau économique. Très rapidement, après le miracle économique allemand,
mise en œuvre par Konrad Adenauer et ses successeurs, l'Allemagne a décollé économiquement, est devenue plus puissante au niveau économique que la France, tandis que la France avait un ascendant militaire et politique. La France avait l'arme nucléaire et la France avait un siège au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Que l'Allemagne, évidemment, n'a pas de siège au Conseil permanent de sécurité. Et la France avait comme toujours, une zone d'influence en Afrique et intervenait à l'extérieur, militairement. Et évidemment, avec l'arme nucléaire, donc avait une hiérarchie de puissance entre l'Allemagne et la France. Et il y avait une sorte d'accord franco-allemand où c'est la France qui, en quelque sorte dans le projet européen, qui donnait des idées politico-stratégiques, et l'Allemagne avait les cordons de la bourse et finançait les idées françaises. C'était un petit peu la conception du projet européen du point de vue des Français jusqu'à la fin de la guerre froide. Mais pendant cette période aussi, il y avait aussi ces malentendus franco-allemands. Et pendant cette période, la France, évidemment, était le centre aussi du projet européen, parce que géographiquement, la France était au centre. La France était au centre parce qu'il y avait cette coopération franco-allemande avec l'Allemagne divisée à l'Est. Il y a l'Italie et l'Espagne au sud, l'Espagne est entrée plus tard dans le projet européen. Le Royaume-Uni au nord, il est rentré aussi dans le projet européen. D'ailleurs, la France, après le refus du général de Gaulle, lorsque Pompidou est devenu président de la République, il a accepté de faire entrer le Royaume-Uni dans le projet européen, la communauté économique européenne, pour contrebalancer l'Allemagne qui était déjà plus forte économiquement. Et donc la France, pendant la guerre froide, jusqu'en 1990, était le centre de gravité géopolitique du projet européen, au milieu, avec une Allemagne divisée. Alors, je vous lis un extrait de ce que disait Pierre Maillard, qui a écrit sur la conception du général de Gaulle vis-à-vis de l'Europe, qui est un bon exemple de la manière dont on se représentait le monde à l'époque. Alors, à l'occasion d'un entretien à l'Élysée avec Alfred Grosser, qui est un chercheur, un historien français, le général de Gaulle aurait souligné que, sans la division de l'Allemagne en deux, il n'y aurait jamais eu l'ombre d'une politique européenne. Et donc Pierre Maillard souligne dans son ouvrage, concernant la France en particulier, la situation nouvelle de l'Allemagne pouvait aussi créer les conditions jamais créées depuis 1870 et même après 1918, d'un équilibre relatif entre les deux pays, présupposé nécessaire à toute coopération qui ne serait ni pour l'un ni pour l'autre synonyme de subordination. Enfin, l'homme qui avait rêvé de la reconstitution sur le modèle ancien d'une Allemagne des États ne pouvait manquer de voir que d'une certaine manière, fût-elle contestable et précaire, elle se réaliserait par la séparation de la Prusse et de la Saxe du reste de l'Allemagne, en reproduisant en outre quelque peu, réminiscence curieuse, le modèle fourni pendant un temps très court par la Confédération du Rhin créée par Napoléon. De ce fait, une politique spécifiquement française, renouant de très anciens fils d'amitié et de compréhension avec la Rhénanie par exemple, la Hesse et a fortiori les États du Sud, pourrait redevenir possible par opposition à l'antagonisme qu'avait comporté dans le passé la prédominance de la Prusse. Voilà, donc ce projet européen pouvait prétendre à une égalité franco-allemande, une égalité géopolitique franco-allemande, un équilibre avec l'Allemagne divisée. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement cette perspective? C'est évidemment la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, la réunification allemande
et la chute de l'URSS. Donc, ce bouleversement géopolitique va bouleverser la perspective européenne et évidemment la configuration géopolitique franco-allemande, les équilibres de pouvoir entre l'Allemagne et la France. Donc, lorsque la chute du mur de Berlin se produit, Helmut Kohl accélère la réunification allemande. Il négocie avec Mitterrand. Mitterrand essaie de freiner la réunification allemande, mais il n'y est pas arrivé. Et donc, la réunification allemande se produit. Et du point de vue géopolitique, c'est un retour de l'Allemagne au centre. Parce qu'en Europe centrale et orientale, les États se débarrassent de leur régime communiste. La DDR donc aussi disparaît. Les anciens Länder de l'Allemagne communiste sont réintégrés dans l'Allemagne fédérale. Et donc cette Allemagne réunifiée se retrouve au centre de l'Europe, alors qu'auparavant, dans la configuration bipolaire de la guerre froide, l'Allemagne était un État-front. Le front entre l'Occident, l'OTAN et le pacte de Varsovie, donc les Occidentaux contre l'URSS, traversaient le cœur de l'Allemagne. Et l'Allemagne coupée en deux, l'Allemagne de l'Ouest, ancrée dans le Grand Occident, était un État-front avec les armées de l'OTAN pour prévenir une éventuelle offensive de l'URSS et du pacte de Varsovie. Donc, la chute du mur de Berlin, la chute des régimes communistes, la réunification allemande replace l'Allemagne au milieu de l'Europe. Et cette position du milieu dans l'histoire allemande est un traumatisme. Les Allemands parlent de Mittellage. Le Mittellage, c'est cette Allemagne qui se retrouve entourée d'États qui ne sont pas forcément des alliés et qui l'obligent en cas de conflit à se battre sur deux fronts, à l'Est et à l'Ouest, comme elle a dû le faire lors de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et elle a chaque fois perdu ces deux grandes guerres mondiales. Donc pour l'Allemagne, c'est un traumatisme. Et l'Allemagne remonte même encore plus loin dans l'histoire, en se référant à cette position du milieu. Les hommes politiques allemands se réfèrent, je l'ai dit hier, au traité de Westphalie. Parce qu'à l'époque de la guerre de 30 ans, l'Allemagne était traversée, le Saint-Empire romain germanique à l'époque était traversé par les armées françaises, suédoises, et l'Allemagne ne pouvait pas défendre sa sécurité. C'est pour ça que petit à petit, les Allemands, notamment aussi après l'invasion napoléonienne, où Napoléon a dissous le Saint-Empire romain germanique en 1806, émerge par réaction l'État-nation allemand sous Bismarck, aussi pour se protéger, pour bâtir un État-nation au centre de l'Europe, un empire pour se protéger des invasions de ses voisins. Mais ça a déséquilibré, évidemment, l'Europe, parce que l'Allemagne était surpuissante au centre de l'Europe et a fortiori alliée avec les puissances de l'Axe, notamment l'Empire austro-hongrois, mais aussi l'Empire ottoman et l'Italie au début de la guerre. Donc, cette position centrale de l'Allemagne, traumatisante, va pousser les Allemands à élargir le projet européen vers l'Est. Comme l'Allemagne elle-même s'est occidentalisée, l'Allemagne estime qu'il faut poursuivre l'occidentalisation vers son flanc oriental et d'élargir assez rapidement le projet européen, l'Union européenne, à l'Est. Alors, au moment de la réunification allemande, après la réunification allemande, il faut rappeler aussi qu'a été négocié le traité de Maastricht. Parce que, en parallèle de la réunification allemande, les Français ont essayé d'avoir des garanties de la part de l'Allemagne pour faire en sorte que l'Allemagne ne soit pas livrée, il n'y ait pas une surpuissance allemande au centre de l'Europe et que le projet européen soit dissous.
On retrouve là la perspective française où le projet européen est en fait un ascendant de la France sur l'Allemagne, c'est un moyen de contrôler l'Allemagne, et donc au moment de l'unification allemande, les Français ont peur que l'Allemagne se détache du projet européen, fasse une alliance avec la Mitteleuropa, les pays d'Europe centrale orientale, et recréer les déséquilibres qui avaient cours avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc François Mitterrand pousse le chancelier Kohl à accepter une intégration supplémentaire dans le projet européen, et c'est pour ça qu'ils ont négocié le traité de Maastricht, avec notamment un volet économique et monétaire. C'est là qu'a été décidé l'euro. Donc la France, qui ne voulait pas dépendre des décisions de la Bundesbank allemande, où l'Allemagne était déjà une puissance économique plus forte que la France, c'était l'occasion rêvée de faire un saut d'intégration pour définitivement se débarrasser du Deutschmark et créer une intégration monétaire, créer l'euro avec l'Allemagne, et que l'Allemagne abandonne son Deutschmark. Les Allemands y étaient conscients que leur poids de l'Allemagne réunifiée pouvait être une menace, pouvait représenter une menace aux autres Européens, ont accepté cette intégration supplémentaire, mais il y avait aussi un volet politique. Les Allemands estimaient que si les Français voulaient pousser à une intégration monétaire, créer l'euro, la monnaie unique, les Allemands s'attendaient à ce que la France aussi accepte une intégration politique et qu'il y ait une meilleure coopération franco-allemande, notamment sur les questions de politique étrangère et éventuellement militaire. Mais les Français ont plutôt poussé à l'intégration dans le domaine économique et monétaire pour affaiblir le poids de l'Allemagne, qui était trop puissant de leur point de vue au niveau économique, tout en gardant la prééminence au niveau politique. Et donc l'Allemagne a été un petit peu déçue de cette attitude des Français, qui n'a pas avancé assez loin. C'est à ce moment-là aussi, à la veille de l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, que l'Allemagne aussi propose ce qu'on appelle le noyau dur à la France. Le noyau dur, c'est proposer à la France, c'était à la France un noyau fédéral franco-allemand autour de la monnaie unique, et à partir de ce noyau fédéral franco-allemand, les Allemands et les Français seraient plus forts pour élargir l'Europe vers l'Est, parce que les Allemands avaient bien conscience que les Français se méfiaient de l'élargissement de l'Europe, de l'Union européenne à l'Est, qui pourrait renforcer le poids de l'Allemagne, et donc ils ont proposé à la France d'aller plus loin encore dans l'intégration politique, d'aller penser plus loin vers une fédération européenne avec noyau franco-allemand, pour qu'ils puissent ensemble, financièrement, politiquement, préparer l'élargissement à l'Est. Mais à cette époque, il y avait François Mitterrand président et Édouard Balladur Premier ministre. La France se méfiait du poids de l'Allemagne. Elle s'est dit, si on accepte une fédération européenne avec un noyau dur franco-allemand, la France est de facto devient le partenaire mineur de l'Allemagne. Et en plus, le modèle de la France, c'est l'État-nation, ce n'est pas la fédération. Et donc la France a refusé. Et c'est à cette époque que Édouard Balladur a parlé de l'Europe des cercles, qui était un moyen de contrer la proposition allemande et de positionner la France dans une approche plus favorable du niveau géopolitique. C'est-à-dire Balladur, dans cette théorie des trois cercles, considérait qu'il devait d'abord y avoir un niveau de cercle, des cercles de coopération renforcés, qui ne coïncident pas forcément. Par exemple, le cercle de la coopération monétaire à noyau franco-allemand et un autre cercle de coopération militaire franco-britannique.
qui pourrait contrebalancer le cercle essentiellement économique franco-allemand. Un deuxième cercle plus large, qui était le cercle de l'Union européenne, où il y avait la France et l'Allemagne adoptaient toutes les différentes politiques intégrées communautaires, la libre circulation des personnes, des marchandises, du capital et des services. Et un troisième cercle qui avait vocation à établir des coopérations avec des puissances extérieures, notamment la Russie. Il faut aussi se rappeler que avant cette proposition de noyau dur, lors de la réunification allemande, François Mitterrand aussi avait essayé de proposer une confédération européenne en incluant l'URSS pour faire contrepoids à l'Allemagne qui réunifiait et qui voulait élargir l'Europe à l'Est. Mais sa proposition avait échoué parce que les États-Unis, évidemment, ne voulaient pas qu'une confédération européenne émerge avec l'URSS parce qu'ils voulaient jouer plutôt l'occidentalisation, l'Europe centrale et orientale, et affaiblir définitivement l'URSS et par la suite la Russie. Et donc c'est cette proposition de Mitterrand qui avait été abandonnée. Édouard Balladur, en quelque sorte, essaye de reconstruire une perspective continentale, mais différente. Et sa théorie des cercles va perdurer jusqu'à aujourd'hui. La France, jusqu'à aujourd'hui, raisonne en termes de cercles. Même le président Emmanuel Macron a parlé des cercles vis-à-vis de la construction européenne. Et nous avions aussi Nicolas Sarkozy, qui s'est inspiré de ces cercles concentriques. Alors voilà la situation. Donc le noyau dur refusé par la France, ce noyau dur franco-allemand sous un mode fédéral, et ensuite va s'engager les négociations d'élargissement de l'Union européenne. Et là s'engage la rivalité franco-allemande se poursuit sur la question de l'élargissement. L'Allemagne, évidemment, pousse à l'élargissement d'abord aux pays qui lui sont le plus proches et qui sont le plus proches des normes européennes, c'est-à-dire l'Autriche, mais aussi la Norvège, la Suède et la Finlande. La Norvège dira non lors d'un référendum, mais l'Union européenne élargit à l'Autriche, Suède, Finlande en 1995. Mais la France, qui ne pouvait pas, qui était méfiante de l'élargissement, mais elle savait bien qu'elle ne pouvait pas empêcher l'élargissement, parce que la France se disait, si on empêche l'élargissement de l'Union européenne, l'Allemagne va de toute façon renforcer ses liens avec l'Europe centrale et orientale, et nous, on n'aura plus droit de regard sur ce que fait l'Allemagne, et donc, c'est la fuite en avant, on accepte l'élargissement et on essaie de contrôler un peu plus le processus. C'est toujours la même doctrine depuis les origines du projet européen, où la France pousse à un saut intégratif ou à élargir l'Europe pour contrôler le poids de l'Allemagne. Et donc, pour équilibrer la poussée, l'élargissement de l'Union européenne vers le centre-est, l'Autriche et puis le nord, la Suède et la Finlande, la France inaugure, fait la promotion du processus euro-méditerranéen, ce qu'on appelle le processus de Barcelone. Les Portugais et les Espagnols étaient en faveur de, évidemment, rééquilibrer le projet européen vers le sud en même temps qu'on élargissait à l'est. Ça, c'est la première étape. Ensuite, l'Allemagne était favorable à un second élargissement, mais sur les pays qui étaient le plus proches de son territoire et sur laquelle elle pouvait compter, qui seraient le plus facilement intégrés et qui pouvaient intégrer l'acquis communautaire et proche des intérêts allemands, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie. Et la France, qui, toujours dans sa perspective de ralentir le processus d'élargissement, mais en même temps d'essayant de l'accompagner pour approfondir le projet européen, pour faire en sorte que l'Allemagne ne
ne puisse pas dominer totalement le projet européen, ou alors, si on n'élargit pas, qu'elle puisse établir des liens privilégiés avec ces pays-là en dehors de tout contrôle français, la France va pousser à un élargissement plus rapide à la Bulgarie et la Roumanie. Donc en quelque sorte, pour contrebalancer le poids de l'Allemagne, la France a poussé à une fuite en avant du projet européen vers l'Est. Voilà ce qui s'est passé. Alors on poursuit cette rivalité sur les priorités géopolitiques. Par exemple, après les grands élargissements, en 2007, il y a la présidence allemande de l'Union européenne. Et la présidence allemande de l'Union européenne a pour priorité d'établir des liens privilégiés avec l'Europe du voisinage plus. L'Europe du voisinage plus, c'était établir des liens entre l'Union européenne, commencer à négocier des accords de coopération avec l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et aussi l'Asie centrale et aussi la Russie. Mais la Russie rapidement a exigé d'avoir un statut différent des autres partenaires orientaux de l'Union européenne parce qu'elle estimait qu'elle devait être placée sur un pied d'égalité. Mais cette vision allemande eurasienne d'orienter le projet européen pour occidentaliser son front, son hinterland oriental, évidemment fait peur à la France, se dit, voilà, l'Allemagne oriente le projet européen vers l'Est et ça va accélérer le déplacement du centre de gravité géopolitique du projet européen vers l'Est. Et donc marginaliser la France. Parce qu'évidemment, l'Allemagne, c'était l'Allemagne qui est au centre du projet européen aujourd'hui, avec cet élargissement. Au milieu, avec d'un côté la Pologne, les pays du Nord, les 3 pays baltes au nord de la Russie, l'élargissement à la Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Croatie. C'est l'Allemagne qui est au centre du projet européen et la France se sent marginalisée, a toujours une position centrale, mais moins centrale que l'Allemagne. Et donc, après 2007, une fois la présidence allemande passée, il y a eu Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Et Nicolas Sarkozy a proposé le projet d'union méditerranéenne. Le projet d'union méditerranéenne qu'il a essayé de mettre en œuvre en 2008, c'est un projet pour remettre la France au centre des équilibres géopolitiques européens et méditerranéens et mondiaux. Comme l'Europe avait élargi à l'Est, que le centre de gravité s'était déplacé vers l'Est, il souhaitait faire cette union méditerranéenne, c'est-à-dire une coopération renforcée avec le nord de la Méditerranée, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais aussi Israël, éventuellement la Turquie, et avec les pays européens, mais uniquement les pays européens adjacents à la Méditerranée. Et dans cette configuration, la France se retrouverait à la charnière entre l'Union européenne avec l'Allemagne et une union méditerranéenne avec l'Algérie en Méditerranée. Et évidemment, l'erreur qu'a commis le gouvernement français à cette époque, c'est de vouloir proposer ce projet européen, que le projet européen, enfin l'Union européenne, finance ce projet d'union méditerranéenne, mais qui excluait l'Allemagne. Et donc l'Allemagne a dit non tout de suite. Il y a eu une négociation extrêmement difficile pendant 1 an, où l'Allemagne a même menacé, Angela Merkel a même menacé en disant si la France veut faire une union méditerranéenne, donc elle risque de fragmenter l'Union européenne avec les pays de la Méditerranée pour se réorienter vers la Méditerranée. Nous, on fera une union orientale avec l'Est. Et donc, au bout d'1 an, il y a un compromis
franco-allemand, qui a abouti à une réintégration du projet d'union méditerranéenne dans le système de l'Union européenne, avec un droit de regard de la Commission européenne, où tous les États, l'Allemagne comprise, ont pu participer à cette union qui a transformé son nom en Union pour la Méditerranée. Voilà ce qui s'est passé dans ce grand jeu franco-allemand de rivalité sur les priorités géopolitiques. Et cette rivalité perdure. C'est-à-dire quand les révolutions arabes ont éclaté en 2011, la France a essayé de faire renaître ce projet d'union méditerranéenne pour orienter les crédits vers le sud, ce qui a créé des tensions franco-allemandes à nouveau. Ce projet d'union méditerranéenne aussi a poussé les États du Nord, en particulier la Pologne et la Suède, à proposer ce qu'on appelle le partenariat oriental. C'est une coopération privilégiée entre les pays de l'Union européenne et l'étranger proche de l'Europe, les pays du voisinage, c'est-à-dire l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Et ce partenariat oriental qui a été mis en avant donc pour la Pologne et la Suède était destiné à contrer le projet d'union méditerranéenne de la France pour orienter les crédits vers l'Est. Et lorsque vous regardez les documents de stratégie en Allemagne jusqu'à aujourd'hui, ils ne parlent jamais pratiquement de l'Union pour la Méditerranée, mais ils soutiennent toujours le partenariat oriental à l'Est, puisque c'est dans la continuation des intérêts géopolitiques de l'Allemagne d'occidentaliser sur son flanc oriental. Et on voit que cette dispute, cette rivalité, ce grand jeu continue jusqu'à aujourd'hui, notamment dans les Balkans. C'est pour cette raison que l'Allemagne a poussé à engager des négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, avec les derrière de poursuivre la négociation, évidemment, avec le reste des Balkans, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro, pour les faire entrer petit à petit dans l'Union européenne. Et, en second lieu, peut-être, si ça marche, avec les pays du partenariat oriental. Et la France, dans sa position traditionnelle, a exigé de approfondir le projet européen avant de s'en lancer dans un nouvel élargissement. C'est pour ça que la France a bloqué le début des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, mais il y a un compromis qui a émergé, c'est-à-dire que des critères de négociation ont été ajoutés, c'est-à-dire la négociation sera plus difficile, et la France a fini par céder pour engager des négociations avec ces pays des Balkans, à l'image de ce qui s'est passé auparavant, où la France freine l'élargissement, mais finalement, elle finit par accepter cette fuite en avant dans l'élargissement pour essayer d'avoir toujours peut-être un contrôle sur la situation, non seulement dans les Balkans, mais vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà. Donc, voici, je n'ai pas abordé non plus la rivalité franco-allemande dans la question de l'euro, mais ça je l'aborderai dans les séances suivantes. Donc je vais stopper là, je me suis concentré donc cette rivalité géopolitique franco-allemande qui a émergé à la suite de la réunification allemande et qui perdure jusqu'à aujourd'hui parce que maintenant l'Allemagne est au centre géopolitique du projet européen et la France essaye de rééquilibrer la situation. Elle n'y est toujours pas arrivée. Et c'est pour cela que l'Allemagne et la France sont en désaccord sur la plupart des thématiques. Ils ont du mal à s'entendre non seulement sur l'approfondissement sur les questions géographiques, comme on l'a vu sur les questions d'élargissement, le nord et l'est pour l'Allemagne ou le sud pour la France, la Méditerranée. Ils regardent en deux directions différentes. La question de l'euro, j'y reviendrai dans les séances suivantes, où il y a une rivalité géopolitique entre l'Allemagne et la France au sein de l'eurozone, d'où
la crise de l'euro, mais aussi avec la pandémie actuelle et la crise économique qui pointe à l'horizon, fait renaître cette rivalité franco-allemande et la rivalité entre le nord de l'Europe et le sud pour la gestion de l'euro. Mais aussi les questions militaires. La France pousse à une militarisation de l'Union européenne pour une autonomisation de l'Europe aux questions militaires, parce que la France, dans sa perception de sécurité, aimerait attirer les Européens pour intervenir dans sa zone d'intérêt privilégié, la Méditerranée, le nord de l'Afrique, le Sahel, tandis que l'Allemagne privilégie en priorité l'Est, l'Europe centrale et orientale, et l'Allemagne privilégie l'OTAN jusqu'à aujourd'hui. D'où la difficulté à se coordonner. Et comme le projet européen et ses compétences sont largement de nature économique, cela favorise évidemment l'Allemagne. Et la France ne peut pas jouer pour équilibrer l'Allemagne, à moins d'augmenter les compétences de l'Union européenne en matière militaire, ce qu'elle essaye de faire avec son armée, qui est une des seules armées avec les Britanniques capables d'intervenir dans des théâtres extérieurs assez rapidement, et qui a l'arme nucléaire et un siège au Conseil de sécurité. Donc voilà la problématique de cette rivalité géopolitique franco-allemande qui change totalement la perspective du projet européen et qui empêche en fait l'avènement d'une Europe fédérale, évidemment, parce qu'il y a la question du pouvoir. Qui aura le pouvoir, la France ou l'Allemagne? Et évidemment, dans une Europe fédérale, avec une Union européenne telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a pris le dessus en termes de pouvoir par rapport à la France, et donc le projet européen est bloqué pour cette raison. Donc je vais vous montrer maintenant, je vais stopper cette séance en terminant avec quelques exemples de littérature. Un ouvrage extrêmement intéressant sur les questions militaires et stratégiques, L'Alliance incertaine, de Soutou. Vous avez aussi les relations franco-allemandes dans une Europe divisée, mythe et réalité. C'est un auteur allemand, Zibura, qui a examiné pendant la guerre froide jusqu'à récemment les relations franco-allemandes et cette rivalité franco-allemande. Un ouvrage extrêmement intéressant sur les fondements de cette rivalité géopolitique franco-allemande sur les temps longs de l'histoire, avec une analyse philosophique. C'est H.V. Clausewitz de Girard. Et puis, je vous aussi montre mon ouvrage, Le couple franco-allemand et le projet européen, qui a été publié en 2015 et qui synthétise mon hypothèse sur la nouvelle rivalité géopolitique franco-allemande. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder les questions. Je vous rappelle que demain, il y a le cours la troisième séance qui va porter sur l'Union européenne, ses crises internes et externes, et les perspectives du projet européen, le diagnostic de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui aura lieu demain à 14h30, et la dernière séance qui aura lieu samedi sur l'Europe post-coronavirus et avec des scénarios sur les perspectives européennes aussi. Donc je vais regarder les questions. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Alors, y a-t-il encore un pouvoir français au niveau du couple franco-allemand et même en Europe en général? Oui, c'est toute la problématique du pouvoir. Le couple franco-allemand, c'est une représentation du pouvoir. C'est une représentation du pouvoir qui est mise en avant. C'est une stratégie de pouvoir aussi. C'est une stratégie de pouvoir parce que la France, en parlant du couple franco-allemand,
peut montrer qu'avec l'Allemagne, c'est elle qui domine le projet européen. Et en plus, ça donne l'impression d'un équilibre franco-allemand, alors même qu'il y a un déséquilibre. Donc pour la France, l'avantage du couple franco-allemand, qui existe en tant que stratégie, parce que certains disent le couple franco-allemand n'existe pas. Non, il existe, c'est une stratégie de pouvoir, mais évidemment qui masque la réalité de l'équilibre géopolitique, qui est asymétrique aujourd'hui. Donc ce couple franco-allemand donne l'image d'une relation stable et équilibrée. Ça arrange la France, qui a perdu du poids par rapport à l'Allemagne, tandis que pour l'Allemagne, ça permet de masquer son poids, parce que l'Allemagne est consciente qu'au centre de l'Europe, comme puissance économique, entourée d'alliés, après l'élargissement de l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui est au centre géopolitique de l'Union européenne, et l'Allemagne essaye de faire en sorte de ne pas, évidemment, de défendre ses intérêts, mais essaye de les défendre à travers l'Union européenne et à travers le couple franco-allemand de manière implicite. Voilà la problématique. Est-ce que cette situation va perdurer longtemps? Nous voyons que le couple franco-allemand est en crise. D'ailleurs, tous les couples franco-allemands, lorsqu'un nouveau président est élu en France, il essaye de relancer le couple franco-allemand. Nous l'avons vu avec Emmanuel Macron qui essaie de relancer le couple franco-allemand. Et puis en fait, ils finissent tous par échouer et revenir à des bases plus classiques d'équilibre de pouvoir et avoir un discours gaullien. Le problème, c'est que la France garde un discours gaullien dans les situations de crise, mais c'est largement déclaratoire et ne pratique pas la politique de puissance et ne prend pas les décisions pour rééquilibrer ce couple franco-allemand. Alors l'Allemagne, l'Europe appartient-elle maintenant à l'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande? Est-ce réversible? Oui, c'est réversible. On voit bien l'objet des négociations aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte, j'y reviendrai dans le dernier cours. Cette crise, cette pandémie, en fait, est une occasion pour changer les équilibres géopolitiques. C'est pour ça que, comme tous les pays sont touchés par la crise économique, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont en position je dirais d'infériorité en termes de pouvoir vis-à-vis de l'Allemagne et des pays du Nord, essayent d'utiliser cette crise pour proposer ce qu'on appelle les Corona Bonds, pour mettre en commun la dette afin que les pays du Nord puissent garantir la dette des pays du Sud. Et évidemment, les pays du Nord refusent. Donc il y a un bras de fer qui s'engage aujourd'hui et on verra qui va gagner, mais c'est toujours cette perspective de la France qui, par rapport à une Allemagne trop puissante, essaye de procéder à une fuite en avant dans le projet européen pour avoir l'espoir de contrôler l'Allemagne. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette stratégie a des limites, parce que l'Allemagne ne souhaite pas, en réalité, une Europe fédérale. C'est fini, parce qu'une Europe fédérale, sur son modèle, par exemple, l'Allemagne serait obligée de financer les États du Sud. Elle ne s'en ni capable, et en termes de souveraineté, l'Allemagne ne veut pas. L'Allemagne, en fait, est dans une position idéale dans le projet européen. Elle a atteint tous ses objectifs. L'Allemagne s'est réunifiée. Donc c'était son objectif majeur de toute la guerre froide. Et l'Allemagne se retrouve entourée d'alliés, membres de l'Union européenne et de l'OTAN, au centre géopolitique de l'Union européenne, en ayant élargi à l'Est. Donc l'Allemagne ne veut pas plus. L'Allemagne, donc, est une puissance implicite de l'Union européenne qui préfère garder le status quo, tandis que c'est la France qui essaye de rééquilibrer le poids de l'Allemagne. Alors diminuer la Russie suite à la guerre froide pour les USA, oui. Oui, et là j'aborderai cette question demain sur les grands équilibres géopolitiques mondiaux et la posture de l'Union européenne. L'Union européenne, ce projet européen donc qui a pu se développer en complémentarité de l'OTAN, où l'URSS était l'ennemi, mais avec la disparition de l'URSS, on aurait pu s'attendre à ce que le projet européen soit plus autonome, mais non, le projet européen est resté largement sous influence euro-atlantiste
Et l'Union européenne se considère toujours comme complémentaire vis-à-vis de l'OTAN. Et pour l'OTAN, évidemment, les adversaires, c'est la Russie et de plus en plus la Chine. Et donc, se pose la question des intérêts géopolitiques qui sont différents, des perceptions différentes de sécurité entre les États-Unis et les Européens, et entre Européens eux-mêmes, et entre Français et Allemands, où les Français considèrent que la Russie n'est pas un ennemi, mais il y a aussi des atlantistes français qui considèrent la Russie un ennemi, donc qui aimeraient garder le projet européen dans l'espace euro-atlantique en complémentarité avec l'OTAN, et ceux qui aimeraient, comme De Gaulle l'avait anticipé, un projet plus européen en se rapprochant de la Russie. Cette question reste entière. Alors, les guerres au Moyen-Orient ont-elles lieu pour contrer cette stratégie méditerranéenne? Je ne pense pas que les interventions occidentales au Moyen-Orient avaient pour objectif de contrer le projet d'union méditerranéenne de la France. Il faut les voir plus dans la doctrine des changements de régime des États-Unis et de leurs alliés pour ralentir l'émergence du monde multipolaire. Mais évidemment, à l'époque de la proposition de Nicolas Sarkozy de l'Union méditerranéenne, il y avait plusieurs pays qui étaient méfiants, en particulier évidemment l'Allemagne, parce que c'était fait pour contrebalancer l'Allemagne, mais les États-Unis aussi, parce que les États-Unis veulent rester la première puissance avec l'OTAN et la flotte américaine en Méditerranée, et voyaient d'un œil plutôt critique une tentative de montée en puissance de la France en Méditerranée. Mais il y avait aussi des rivalités de la part de l'Espagne et de l'Italie qui se considèrent aussi rivales de la France en Méditerranée et qui voyaient d'un mauvais œil cette relation, cette union méditerranéenne qui placerait la France comme chef de file de ce projet. Alors, la victoire géopolitique de l'Allemagne semble totale. Quelle stratégie la France devrait-elle adopter pour contrer cette hégémonie? Je vais toucher cette question dans les séances suivantes, sur la perspective du projet européen. Il faut bien voir que la France et l'Allemagne, à cause de leur position géographique, resteront toujours à la charnière. Tant que ce projet européen existe, elles resteront à la charnière. Parce que c'est la France qui, en quelque sorte, représente les pays du Sud et l'Allemagne, les pays du Nord et les pays slaves. Et donc la France et l'Allemagne sont à la charnière entre l'Europe latine et l'Europe germanique et l'Europe slave. Et c'est difficile de remplacer ce couple franco-allemand par un couple alternatif à cause de ce rôle de charnière pivot dans le projet européen. Mais évidemment, puisque la relation est déséquilibrée, la France aurait sans doute intérêt à diversifier ses relations. Elle a essayé de le faire avec le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni sort du projet européen. Il y a le Brexit, donc la France va essayer de garder des liens forts, notamment en question de militaire et de questions de sécurité, parce que tous les deux ont un siège au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Ils ont tous les deux l'arme nucléaire, donc il y aura une coopération qui va perdurer. D'ailleurs, il y a un traité franco-britannique qui porte sur les questions militaires, qui est toujours sur la table et qui peut être exploité pour rééquilibrer les relations de la France, qui ne pourront plus être exclusives avec l'Allemagne. Et puis il y avait évidemment la relation entre la France et les pays du Sud, notamment l'Italie et l'Espagne. On voit bien qu'aujourd'hui, la France, l'Italie et l'Espagne ont une vision commune, plus commune de l'économie et essayent de mettre à profit la crise actuelle pour essayer de rééquilibrer la vision des pays du Nord avec l'Allemagne au centre d'une Europe de la rigueur. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça va être difficile. À l'époque du général de Gaulle, le général de Gaulle, pour défendre les intérêts de la France, il était capable d'instaurer un rapport de force, par exemple la chaise vide.
lorsqu'à l'époque l'Allemagne et le président de la commission de l'époque voulaient que toutes les décisions en matière d'agriculture se fassent à la majorité qualifiée, où la France pourrait être marginalisée, le général de Gaulle a quitté, n'a plus siégé dans les instances européennes, a dit tant qu'on ne réinstitue pas l'unanimité, donc la France peut bloquer un projet si elle considère que ce n'est pas en fonction de ses intérêts, eh bien on ne reviendra pas s'asseoir à la table des négociations. Voilà. Il n'y a plus de présidents français qui ont rétabli un rapport de force de cette manière. Et puis il y a aussi la vision continentale. Je pense que puisqu'il y a le Brexit, la France a intérêt à redécouvrir la Russie, la relation franco-russe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé, même le gouvernement actuel a parlé d'une nouvelle architecture européenne de sécurité, mais avec un gaullisme déclaratoire, sans la mise en œuvre effective, malheureusement, pour l'instant. Alors, il y a aussi la question, oui, effectivement, de l'Afrique, les pays ACP. Dès l'origine du projet européen, la France, dans sa relation avec l'Allemagne, voulait donc équilibrer, contrôler l'Allemagne, mais en même temps, pour équilibrer l'Allemagne, a toujours voulu garder un lien privilégié avec ses anciennes colonies, avec l'Afrique. C'est pour ça que dès le départ, même dans la déclaration Schuman, il est dit que cette future fédération européenne doit aussi établir des liens forts avec l'Afrique. Parce que la France voulait évidemment garder les liens forts avec ses anciennes colonies pour contrebalancer l'Allemagne. Et jusqu'à aujourd'hui, d'où le projet d'union méditerranéenne, d'où le projet de coopération militaire au niveau de l'Union européenne, où la France essaye de pousser les Européens à participer avec elle dans des interventions en Méditerranée et dans le Sahel pour ses propres intérêts géopolitiques, mais aussi les intérêts géopolitiques de toute l'Europe face à la menace islamiste. Mais on voit bien qu'il y a réticence des pays d'Europe centrale et orientale et de l'Allemagne en particulier, non seulement pour envoyer des soldats se faire tuer sur un théâtre d'opération, parce que l'Allemagne a un traumatisme vis-à-vis de la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne se voit plutôt comme une puissance de paix, une puissance civile, puissance économique et moins militaire. Elle ne veut pas le mettre en avant en tout cas, parce qu'elle sait que ça fait peur aux voisins, même si tout le monde lui demande d'avoir plus de défense au niveau militaire. Mais l'Allemagne privilégie aussi sa sécurité vis-à-vis de l'Est. Et donc veut garder l'OTAN pour avoir un équilibre vis-à-vis de la Russie, parce que l'Allemagne n'a pas l'arme nucléaire, donc elle est dépendante de l'arme nucléaire américaine. Et c'est ça le problème, le dilemme fondamental pour lequel aussi on n'arrive pas à atteindre plus d'autonomie, plus d'indépendance stratégique du projet européen. Alors, trop d'erreurs avec cette France, notamment en Libye, en Syrie. Alors, effectivement, on peut évidemment critiquer ces interventions. L'intervention en Libye, c'était, du point de vue géopolitique, moi je l'interprète comme il y avait deux objectifs à l'époque pour la France. C'était après l'échec de l'Union pour la Méditerranée, et la France voulait se positionner comme puissance méditerranéenne. Et dans le cadre des révolutions arabes, au départ, elle était méfiante de ces révolutions arabes, mais ensuite, elle a essayé de reprendre contrôle de ces révolutions arabes en accélérant les changements de régime, en alliance avec les Britanniques et les Américains, alors même qu'elle avait refusé la guerre en Irak, qui a déstabilisé tout le Moyen-Orient. La France a poussé, d'ailleurs même de manière plus offensive que les États-Unis et les Britanniques, pour faire une intervention contre le colonel Kadhafi en Libye, et qui a déstabilisé malheureusement un peu plus l'Afrique du Nord et le Sahel en particulier. Et puis évidemment la tentative de changement de régime en Syrie, qui a échoué, nous a non seulement affaibli notre politique étrangère au Moyen-Orient,
et, euh, et en plus, ça crée une fracture avec la Russie. Donc, d'ailleurs, le soutien au changement des régimes, non seulement en Ukraine, mais aussi en Syrie, en fait, a coincé l'Europe entre deux arcs de tension. Un arc de tension à l'est, où on a une rivalité accrue avec la Russie, et un arc de tension au sud. Et donc, ce n'est pas une position favorable pour l'Union européenne. Et je pense qu'il faudrait tenter de surmonter cette situation défavorable. On le verra dans les séances suivantes. Alors, l'arme nucléaire est-elle encore d'actualité? Alors, je pense que l'arme nucléaire est d'actualité tant que les autres puissances ont toujours une arme nucléaire. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui souhaite abandonner l'arme nucléaire. On peut rêver d'un monde sans arme nucléaire, d'un monde idéal, mais c'est la marque de puissance suprême. Et tant qu'on n'a pas inventé, d'ailleurs, une arme encore plus puissante que l'arme nucléaire, qui peut remplacer l'arme nucléaire, je pense qu'on ne pourra pas remplacer l'arme nucléaire. Il y a des discussions, d'ailleurs, à propos de l'arme nucléaire. Est-ce que, puisque la garantie américaine n'est plus fiable, parce que Donald Trump a critiqué l'OTAN et a mis en cause la garantie nucléaire, est-ce qu'il pourrait y avoir une arme nucléaire française mise au service de l'Europe? C'est difficile parce que l'arme nucléaire, c'est le marqueur de la souveraineté nationale. Alors, on peut proposer à l'Allemagne, par exemple, de dire en cas d'attaque, on vous protégera, mais évidemment, l'Allemagne, cela instaure une relation hiérarchique entre la France et l'Allemagne, puisque l'Allemagne dépend du bon vouloir de la France d'utiliser l'arme nucléaire pour la protéger. Et c'est pour ça que l'Allemagne, jusqu'à présent, préfère l'arme nucléaire américaine, parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, l'Allemagne, dans sa conception du projet européen, c'est un sous-espace de l'espace euro-atlantique. Sa relation privilégiée est avec les États-Unis. Voilà. Donc je vais arrêter la séance aujourd'hui. Donc merci pour vos questions. Donc je vous rappelle que demain vendredi à 14h30, il y a une nouvelle séance sur l'Union européenne face aux crises internes et externes et les perspectives pour ce projet européen. Voilà. Merci d'avoir participé à ce cours de l'ICEP et à demain.